Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On a des exemples, par exemple, d'inventions. À la même époque, on va dire les Celtes, les Gaulois, fournissent aux Italiens, aux Romains, le tonneau, par exemple. Est-ce qu'on a, ou d'autres inventions, comme la moissonneuse, mais pas la moissonneuse qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Non, on parle bien de la même. On est bien d'accord. Allez sur Internet, vous verrez. Est-ce qu'en Algérie, dans cette région, on apporte des innovations ou pas vraiment, ou c'est juste vraiment une exploitation du terrain, du territoire? Il y a quand même... alors ça circule beaucoup. Par exemple, des techniques d'irrigation, mais elles sont améliorées, mais elles viennent d'autres parties de l'Empire. Je crois que... Non, je ne vois pas d'invention technique au sens où on peut l'entendre et où vous avez raison, pour le tonneau ou la moissonneuse dans les champs gaulois ait pu exister. Mais on voit quand même la qualité des produits agricoles, qui est vraiment réelle et qui vient pour partie de Carthage. D'accord, effectivement. C'est quoi les peuplements, les peuplades de cette époque-là? C'est quoi? Est-ce que les Kabyles sont déjà là? C'est un nom qu'on connaît aujourd'hui, ou est-ce que c'est... Oui, il y a une population native qui est présente, qui va alors au cours des siècles se métisser avec les apports carthaginois ou phéniciens au sens large, qui n'ont sans doute pas été négligeables, moins avec les Romains qui, comme je le disais, ont été essentiellement liés à des vétérans ou à des marchands quand même. On sait qu'il y avait des marchands venant d'Italie un peu partout dans les grandes villes romaines d'Afrique du Nord. Mais ce sont des populations locales qui vont avec les siècles de paix, qui ont quand même été ceux de 400 ans, de l'Empire, et puis y compris avec des dynasties africaines, les Sévères sont... Exact, c'est ce que j'allais dire. Septime Sévère est né à Leptis Magna, donc on est dans des dynasties africaines, mais qui ne posaient évidemment aucun problème à Rome, qui avait aussi au Sénat romain une soixantaine de sénateurs, par exemple, qui venaient d'Afrique du Nord. Donc, des populations qui, à mon avis, ont dû se développer de manière, je dirais, normale, par accroissement démographique, facilité par une économie agraire assez développée. À cette époque-là, il y a une vraie intégration, en fait. C'est vraiment un empire intégré. Oui, dans cette partie, comme ailleurs, et d'autant plus intégrée après l'édit de Caracalla en 212, qui accorde la citoyenneté romaine à tout citoyen libre. Donc, alors, faut pas non plus rêver. C'est pas le monde des Schtroumpfs non plus. Il y a des révoltes relativement récurrentes. Mais il y a aussi des décennies de paix, sinon on n'expliquerait pas tout ce qu'on trouve comme monuments et comme vestiges en Algérie. Des monuments qui sont dus en général aux notables, ce qu'on appelle l'évergétisme, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent et qui vont, pour leur mémoire, pour leur statut, construire des thermes, construire un théâtre, un amphithéâtre, un odéon, un cirque, contribuer à la construction d'aqueducs, etc., et de villas personnelles ensuite. Oui, évidemment. La place des femmes, c'est pareil que... Bon, c'est la société romaine, on va dire, traditionnelle. Oui, je ne vois pas grande différence sur le statut des femmes dans cette partie du monde, avec mais qui vont durer longtemps. Je pense par exemple que, y compris vous évoquiez la période vandale, qui a suscité un certain nombre de destructions, bien évidemment, mais qui a sans doute été moins effroyable qu'on veut bien le dire. On a retrouvé, par exemple, ce qu'on appelle les tablettes vandales, qui sont des inscriptions sur tablettes de bois qui montrent qu'encore au 5e siècle, on a des éléments liés à
un pressoir à huile, la vente d'un esclave, d'une jeune esclave, une dot. Vous parliez des femmes, donc on voit encore sous les Vandales que l'administration romaine est encore présente, c'est-à-dire la location d'un pressoir, la vente d'un esclave, des tarifs douaniers, une dot telle qu'on doit la payer ou s'en acquitter par rapport à telle ou telle union. Donc le statut des femmes... je pense que la famille romaine ou le couple romain tel qu'il existe ailleurs est présent. On trouve beaucoup, par exemple, à Tipaza ou ailleurs, vous avez des stèles ou des sarcophages de couples qui partent pour leur dernier voyage vers l'éternité. C'est joli. C'est vrai que la période des invasions est passionnante parce qu'ils ne détruisent pas. En réalité, ils essayent de conserver au maximum une sorte d'état, quelque part. Oui, les Vandales, ils ont un roi d'abord qui va atteindre Carthage. Le petit problème avec ces Vandales, c'est qu'ils sont pas complètement dans le christianisme qui est déjà présent dans quelque sorte de religion officielle, puisqu'ils sont ariens, et donc là, il y aura des affrontements, parfois plus sur l'angle de la religion que sur l'angle de l'affrontement guerrier. On retrouve avec les Francs et les Visigoths Absolument. Et les Burgondes. Ariens avec un I, je précise toujours, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, mais voilà, Arien avec un I, c'est important. Ça change, le moment des invasions, là encore, c'est un autre changement. Et puis on a les Ottomans. Oui, alors un peu plus tard. Là, c'est là. À partir du 7e et surtout du 8e siècle, là vous avez une invasion, le grand mouvement dynamique de l'islam porté d'abord depuis la péninsule arabique et puis par l'Égypte qui va peu à peu et assez rapidement recouvrir l'Afrique du Nord. En fait. Et puis passer en Espagne, nous avons toujours Gibraltar, Jebel el Tariq, donc qui reste jusqu'à ce qu'il y ait peut-être encore d'autres noms qui sont, puisqu'on a appris que les noms géographiques peuvent changer, mais enfin bon, pour le moment c'est toujours Gibraltar. Et donc qui prouve en même temps la rapidité de cette conquête qui n'aurait pas pu se dérouler s'il n'y avait pas, comme on le disait au début, une sorte d'adhésion finalement d'une partie des populations conquises, puisque en l'occurrence, le Jebel el Tariq, l'avancée en Espagne se fait avec des troupes berbères issues d'Afrique du Nord, islamisées mais locales. Là, on est d'accord, c'est quand même une conquête militaire. C'est une conquête d'invasion, c'est une conquête militaire qui va détruire la présence romaine et surtout l'économie romaine, c'est-à-dire la grande dislocation de cette conquête fait que, évidemment, ce qu'on disait précédemment du grand commerce international et de cette première mondialisation va être profondément modifié avec cette arrivée des conquérants venant de l'Est et qui va, non sans résistance, on sait que un certain nombre de tribus berbères vont résister à ces nouveaux arrivants, comme ils avaient un temps où s'étaient révoltés contre les Romains ou avaient résisté aux Vandales. Mais là, l'Afrique du Nord va se fracturer peu à peu on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a un certain nombre de royaumes plus ou moins indépendants, de dynasties qui vont s'affronter avant que ne surviennent alors des grands empires qui vont toucher alors surtout le Maroc, mais également une grande partie de l'Algérie, avec ce qu'on a appelé les Almoravides et les Almohades, qui vont remonter, qui vont lier l'Afrique du Nord à l'Espagne. Et là, on peut parler vraiment de grands, comment on pourrait dire, de grandes parties différentes, c'est-à-dire on a le monde du Nord, on a le monde des Francs, et puis on a le monde de la Méditerranée, le monde musulman en fait. Oui, alors blocs maintenant. Là, on va commencer à ce moment-là aussi à rentrer dans le grand affrontement entre islam et christianisme. On l'avait déjà vu, mais surtout avec, vous évoquiez les Ottomans, à partir du XVe siècle,
là, on bascule dans autre chose. C'est-à-dire que avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, c'est toute la Méditerranée orientale qui devient un lac ottoman. Et donc, vers l'Occident, l'affrontement va être sur une frontière relativement mouvante. On voit par exemple comment la tentative de conquête des Ottomans de Malte a changé peut-être un peu le cours de l'histoire de cette partie du monde, parce que le fait que Malte reste chrétienne fait que les Ottomans n'iront pas plus loin vers l'Occident, tout en conservant le contrôle de l'Afrique du Nord malgré les ambitions espagnoles. Oui, bien sûr. Et c'est là que l'on arrive à ce qu'on a appelé, alors pour l'histoire de l'Algérie, la régence d'Alger, où va se constituer peu à peu un État sous suzeraineté ottomane plus ou moins lointaine, mais qui va être un État qui n'est pas toujours facile d'appréhender et de décrire, mais qui va quand même être un véritable pays, un pays-État qu'on a appelé, parce qu'on a du mal à pour nous, la régence, le mot régence signifie simplement qu'un roi, un nouveau en roi, attendant, c'est soit une reine-mère qui s'en occupe, mais non, c'est pas du tout ce sens-là. C'est le sens d'un État qui est suzerain de plus ou moins d'Istanbul et qui va peu à peu vivre et se construire au cours de près de 3 siècles. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.